Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'évolution de la courbe Covid-19 analysée sous un prisme statistique avec notre invitée, Madame Ndeye-Fatou Touré. Bonjour, Madame Touré, c'est un plaisir de vous inviter à l'émission Objection. Merci d'être venue. Bonjour, Monsieur Gage, c'est moi qui vous remercie et qui suis honorée d'être aujourd'hui, de participer à cette émission. Alors, Madame Touré, vous êtes directrice de PwC, PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit international et de conseil. Après une première expérience à AXA France, vous avez rejoint le cabinet à Paris pour ouvrir l'entité en 2015, audit et conseil financier au Sénégal, et qui a démarré ses activités en 2016. Vous êtes membre de l'Institut des actuaires français et développé une expertise en analyse et mesure de risque. Vous avez, Ndeye-Fatou Touré, assisté plusieurs entreprises sur des problématiques financières de risk management. Ndeye-Fatou Touré, vous êtes actuaire, alors parlons de l'actuariat, votre métier. Qu'est-ce que c'est, surtout ici au Sénégal? Donc, l'actuariat, avant de parler de l'actuariat au Sénégal, je vais peut-être essayer d'expliquer un peu ce que c'est le métier, parce que c'est assez inconnu, hein, même d'autant plus en Afrique. Donc, l'actuaire, c'est un ingénieur économiste statisticien qui a pour objectif d'essayer déjà d'anticiper, de prédire les risques et de les quantifier à la date aujourd'hui. Donc les actuaires, on les retrouve dans les assurances, dans les banques. Donc dans les assurances pour tout ce qui est relatif à la tarification, au provisionnement, dans les banques sur tous les sujets de mesures quantitatives du risque. Et aussi, les actuaires sont très présents au sein des organisations pour les aider justement à gérer leurs risques, évaluer financièrement tout ce qui est stratégie décisionnelle dans le futur. Donc l'actuariat, c'est un nouveau métier. Bon, ce n'est plus un nouveau métier, c'est un métier récent, on va dire, en Europe. Et en Afrique, c'est vraiment assez frémissement. Sénégal. Le cas du Sénégal, c'est encore plus, c'est un métier encore plus rare. À découvrir, apparemment. Exactement, à découvrir, pas très répandu, pas très connu. Mais aujourd'hui, on a notre réglementation UMOA, le système comptable UMOA, qui vient un peu mettre de lumière sur ce métier-là en demandant maintenant aux entreprises d'évaluer et de provisionner certains risques selon des méthodes actuarielles. On l'a dit, vous assistez beaucoup d'entreprises sur des problématiques financières de risque management. Alors, au Sénégal, par exemple, vous assistez beaucoup le gouvernement sénégalais? Non, pas encore en temps. Ça, je le fais dans le cadre de notre cabinet, donc PricewaterhouseCoopers, la branche conseil. On a une offre secteur public qui est dédiée à l'accompagnement de satellites de l'État ou bien d'autres agences de l'État pour l'élaboration de stratégies de développement. Donc, on va dire que c'est certaines compétences de mon métier actuariel qui viennent me permettre, en fait, d'assister ces entreprises, ces agences de l'État pour le développement de leur stratégie. Dans le cadre du budget programme? Non, pas forcément celui-ci. Après, le problème, c'est que je peux pas non plus trop m'étendre parce qu'il y a beaucoup d'accords de confidentialité qui m'engagent et qui font que je ne peux pas non plus dévoiler l'ensemble des sujets sur lesquels je travaille. Alors, vous l'aurez compris, le prétexte ici, c'est le Covid-19. Vous assistez beaucoup d'entreprises, vous travaillez sur les risques potentiels ou éventuels, mais aujourd'hui, le Covid-19, le lien est établi. Où en est-on avec cette pandémie? Le monde se cherche, mais déjà est sous l'emprise de cette crise sanitaire inédite. Alors, Madame Touré, première question. Commençons d'abord par l'état du monde. Certains pays commencent à entretenir la phase descendante pendant que d'autres attendent le pic. Mais à l'échelle mondiale, les chiffres continuent d'enfler. Plus d'1,5 million de cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans 192 pays. Une donnée que l'on sait bien en dessous de la réalité parce qu'il n'y a pas encore de politique de dépistage. Et plus de 87 000 décès qui ont été enregistrés, dont les 2 tiers en Europe. En une semaine, le nombre de morts dans le monde a augmenté de plus de 70%. Premier commentaire. Oui, en effet, cette pandémie bouleverse le monde. Ça, c'est une certitude. On a des chefs de gouvernement qui ont parlé de guerre.
C'est vraiment une pandémie assez surprenante et qui... De guerre, de combat. Voilà, de guerre, de combat. L'heure est grave, exactement, l'heure est grave. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, le nombre de personnes contaminées a dépassé le cap du million à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, même les pays d'Europe, qui aujourd'hui sont beaucoup plus outillés que nous en termes de structure médicale, en termes de conscientisation et responsabilisation des populations. Même ces pays-là, ils peinent à faire face à l'afflux de malades. Le continent européen compte à lui tout seul 3/4 des décès, soit plus de 30 000 morts. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même cette pandémie qui a commencé par la Chine, qui est ensuite venue en Europe. Et l'Europe, malgré toutes les mesures qu'ils ont mises en place, ils sont dépassés. Et devient l'épicentre. Voilà, exactement. Par exemple, l'Italie. L'Italie, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, l'Italie est l'un des pays les plus touchés, avec plus de 110 000 contaminations, plus de 12 000 morts. On a vu dans les semaines passées des niveaux de mortalité quotidiens qui étaient vraiment affolants. La Chine, aujourd'hui, nous donne un petit espoir parce qu'ils ont pu gérer cette crise. Ils sont arrivés à un niveau de stabilisation. Mais à quel prix ? Au prix d'un vraiment confinement total. Et aujourd'hui, qu'on avait cet espoir-là, ils commencent à ravoir encore quelques cas qui reviennent. Et c'est très inquiétant. Et maintenant, aujourd'hui, l'Afrique est attaquée. Aujourd'hui, certes, on est les moins impactés. Mais on est les moins impactés à la date actuelle juste parce que c'est maintenant que ça commence chez nous. Mais même si ça commence maintenant chez nous, la propagation est aussi inquiétante. Est-ce que oui, pour analyser l'évolution de cette courbe, pourquoi justement en Afrique le problème commence un peu tard par rapport en Europe ? C'est quoi ? C'est l'évolution du virus qui explique ? En fait, c'est simple. Hein. Le virus, c'est un virus qui est très très contagieux. Hein. Je ne suis pas médecin, mais j'ai essayé d'analyser moi la propagation de ce virus-là. Et en fait, c'est juste les flux migratoires. Ça a commencé par la Chine. Après, on a eu le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois où beaucoup de Chinois qui vivent dans d'autres pays d'Europe, d'Amérique, viennent tous en Chine pour fêter ensemble. Donc, ils viennent. Ils sont contaminés. Ils retournent dans leur pays de résidence. Du coup, ils contaminent aussi ceux qui sont là. Donc, en fait, ce retard dans la transmission au niveau de l'Afrique, c'est juste lié au flux aérien. Comme ça venait de Chine et qu'on avait moins de passerelles que les autres continents par rapport à la Chine. Du coup, c'est pour ça que ça vient aujourd'hui chez nous. Un peu tardivement. Un peu tardivement, c'est juste ça. Mais malgré le fait que ce soit tardif, aujourd'hui, l'Afrique, c'est affolant. On a plus de 10 000 cas confirmés et environ 500 décès, selon l'OMS. Oui, mais vous imaginez un peu l'évolution de cette courbe, mais dans le fond, comment l'analyser, cette évolution ? Voilà, donc effectivement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'apprécier l'évolution de cette courbe au Sénégal par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Donc, on ne va pas dire qu'on a une connaissance pointue et rodée de l'évolution de cette pandémie parce qu'elle est quand même récente. Hein. C'était au mois de décembre. Mais on a essayé quand même d'analyser l'évolution du Sénégal par rapport à d'autres pays européens. Depuis quand avez-vous commencé, par exemple, si on suit votre raisonnement, en suivant l'évolution de cette courbe depuis la Chine jusqu'en Afrique, aujourd'hui, vous avez analysé cette évolution, mais circonscrit dans le Sénégal, dans le cas du Sénégal. Exactement. Qu'avez-vous trouvé ? Exactement. Donc, en fait, la comparaison que du coup j'ai faite, déjà pour qu'on soit sur des bases comparables, les comparaisons qu'on fait, ce n'est pas date à date, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de comparer la situation du 11 avril du Sénégal avec celle du 11 avril en France. D'abord, la comparaison, il faut qu'elle soit faite à partir de la date de détection du premier cas. C'est comme ça qu'on compare. Donc, en comparant à partir de la date du premier cas, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal connaît une progression plus rapide que la France. Ah oui ? Et l'Espagne. Effectivement, durant les 26 premiers jours, 26 jours après l'évolution du coronavirus, le Sénégal a eu un nombre de cas qui dépassait celui de la France et celui de l'Espagne. Par contre, on était en dessous de l'Italie. Maintenant, il y a une autre aussi information qui a été assez intéressante dans cette analyse que nous avons faite. C'était d'analyser le taux d'évolution quotidien de cette maladie-là, de voir quotidiennement comment est-ce que ça évolue. Et en fait, donc, dans les premiers jours de la maladie, en moyenne, là c'est des moyennes, sur le Sénégal, on était sur un taux moyen de 23%. La France était à, par exemple, 19%.
L'Italie, 28%, pour vous donner des bases comparables. Maintenant, au niveau de ces pays européens, et dans tous les autres pays d'ailleurs, il y a eu un phénomène assez atypique qui s'explique, qui s'est produit. Dès lors qu'on a atteint le 100e cas, on a vu une explosion de ce taux d'évolution quotidien. C'est logique, parce que quand on se dit, dès qu'on atteint 100 cas, on a du coup 100 personnes qui sont susceptibles d'avoir contaminé plusieurs personnes. Oui. Donc c'est normal qu'à partir de ce 100e cas-là, statistiquement, on ait une vitesse de propagation plus rapide. Et bien en fait, au Sénégal, c'est le phénomène inverse. Ce que j'observe, c'est que, donc, pour rappel, avant le 100e cas, on était à une moyenne de 23%. Dès qu'on a atteint la barre des 100 cas et que j'ai recalculé, le Sénégal, le taux d'évolution moyen a baissé et est arrivé à 11%. C'est dû à quoi? Après, ce sont que des analyses et des appréciations que j'essaye de faire. Premièrement, quand j'essaye de comparer pourquoi est-ce que le phénomène du Sénégal diffère de celui des autres pays, le premier indicateur que j'ai voulu apprécier, c'est la propagation en fonction du nombre de contacts éventuels avec les autres. Et j'ai regardé les densités par habitant. Et aujourd'hui, un pays comme la France, si on prend Paris, la densité par habitant, elle est plus élevée que nous au Sénégal. Aujourd'hui, en France, les gens ils vont vivre dans des immeubles à plusieurs étages, empruntant tous les jours les ascenseurs, utilisant les mêmes boutons. Et donc, du coup, ce qui fait qu'effectivement, à ce niveau-là, on peut avoir la propagation est beaucoup plus rapide. Alors que nous, même si dans certains quartiers, on a l'impression qu'on vit un peu les uns sur les autres, on est quand même dans ces quartiers-là sur des niveaux en fait d'immeubles pas très hauts. Donc ce qui fait que vraiment la densité par habitant est plus réduite. Donc peut-être qu'il y a ça. Et aussi l'autre phénomène auquel on s'attendait, c'était une fois qu'on a fermé les frontières. En principe du coup le premier foyer initial de contagion qui étaient les cas qui venaient de l'extérieur. Les cas importés. Exactement, les cas importés, en principe, du coup, avec cette fermeture des frontières-là, ils n'existent plus. Donc peut-être que ce sont ces événements-là qui ont entraîné, ou bien en tout cas c'est une bonne nouvelle, de toute façon cette baisse en fait du taux d'évolution quotidien au niveau du Sénégal. Mais c'est un phénomène atypique, parce que dans les autres pays on n'observe pas ça. Oui, dans les autres pays on n'observe pas ça, mais aujourd'hui l'inquiétude est réelle. Vous avez parlé de cas importés, vous avez parlé aussi justement des cas détectés. Mais aujourd'hui, au Sénégal, la grosse crainte, c'est la transmission communautaire. À ce niveau, est-ce que cette crainte, elle est justifiée? Oui, effectivement. Tout le monde s'accorde, je pense, et le corps médical, et tous les scientifiques. Je pense que ces cas de transmission communautaire sont vraiment inquiétants. Ils sont inquiétants parce que tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des foyers de contagion qui sont complètement inconnus. Pour ces personnes-là, il y a des personnes qui sont porteuses du virus, on ne les a pas identifiées. Porteurs sains? Oui, porteurs sains, on ne les a pas identifiés. Et ça veut dire que du coup, on ne les a pas prises en charge. Parce qu'aujourd'hui, quand on identifie un cas, il y a une prise en charge, une mise en quarantaine de toutes les personnes qui éventuellement ont été autour de cette personne-là. Aujourd'hui, donc ces cas communautaires-là, on ne sait pas où ils sont, qui ils ont pu contaminer. Et du coup, effectivement, ce sont ces cas communautaires-là qui rendent la prédiction difficile, voire impossible. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils ont attrapé le virus, avec qui ils ont été en contact. Donc, c'est très compliqué. Et aujourd'hui aussi, il y a une crainte. Je ne suis pas du tout sociologue, mais je sais qu'il y a une crainte aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un phénomène où les individus commencent à percevoir ce virus comme honteux. Ça aussi, c'est très... Qui se cacherait par... Qu'il se cacherait, par exemple. On a eu l'exemple de la personne contaminée qu'on a détectée et qui a fui. Comment peut-on expliquer ça? Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a un phénomène sociologique assez atypique qui entraînerait du coup que tout le monde ne viendrait pas spontanément pour se faire, pour vérifier s'il est contaminé ou pas. Ensuite, donc vraiment, du coup, ces cas communautaires sont une réelle préoccupation parce qu'on ne peut pas les gérer. On ne peut pas les prédire, on ne peut pas les localiser, on ne peut pas les gérer. Oui. Alors, on ne peut pas les localiser, on ne peut pas non plus les gérer, mais c'est parce qu'aussi, dans la méthodologie de travail, il n'y a pas encore de dépistage massif. On n'a que justement des shortlists sur lesquels travaille le gouvernement, mais comment expliquez-vous? Est-ce que de ce point de vue, justement, c'est un problème qui risque de nous rattraper? Quelle explication?
Oui, effectivement, c'est vrai que sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si c'est... On dit que c'est onéreux, c'est trop cher. Voilà, exactement. Voilà, je ne sais pas si c'est onéreux ou bien est-ce que même si c'était... Est-ce que c'est uniquement un problème monétaire? Parce qu'en fait, peut-être que du coup, on n'a même pas la capacité aujourd'hui de tester plus de cas qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait, du coup, il faut savoir aussi que dans d'autres pays, comme la France, ce n'est pas un dépistage systématique. Il y a beaucoup de porteurs sains qui ne sont pas dans les statistiques officielles. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de tester tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un va avoir les symptômes, prendre son téléphone, appeler, et la réponse peut être, si jamais ça ne s'aggrave pas, on ne va pas prendre en charge cette personne-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, on a les capacités financières, les capacités aussi au niveau de nos équipements médicaux pour pouvoir faire un dépistage systématique? Je n'en suis pas certaine en fait. Et effectivement, ça entraîne un retard parce qu'aujourd'hui, les cas qu'on nous communique quotidiennement en nous disant on a testé aujourd'hui, par exemple, 300 personnes. Est-ce que c'est 300 personnes qui sont venues aujourd'hui ou bien est-ce que c'est 300 personnes qui ont donné leur échantillon il y a peut-être 3 jours et que du coup tous les jours au fil de l'eau on essaye de tester ce qu'on peut. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que en fait on n'a pas en temps réel les statistiques exactes du nombre de cas. Oui, mais justement de ce point de vue, est-ce que l'absence de modélisation, parce que ça aussi c'est l'une des grandes faiblesses dans la prise en charge, l'absence de modélisation, ici la modélisation, effectivement, ce n'est pas la boule de cristal qui permet de prévoir avec exactitude ce qui va se passer, mais c'est plutôt une base de travail pour les décisions à prendre. C'est quand même une nécessité, la modélisation. Oui, bon, effectivement, ça permet effectivement d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires avant de faire face à des situations qu'on ne pourrait pas gérer. Nous, personnellement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir de réaliser une projection sur l'évolution de cette pandémie au Sénégal en se basant sur les éléments et les informations communiquées quotidiennement par le ministère de la Santé. Et donc, par exemple, si on prenait de manière complètement basique le taux d'évolution journalier qu'on continue de constater, et ensuite qu'on fasse aussi des hypothèses sur les taux d'hospitalisation et de létalité. Parce que pour avoir une projection complète, il faut aussi prendre en compte ces taux d'hospitalisation et taux de létalité. Et concernant aussi le taux de létalité, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé estime un taux de létalité autour de 3%. Et au Sénégal, aujourd'hui, ce taux-là, il est assez faible. Il est de 0,5%. Donc c'est difficile aujourd'hui, avec les données qu'on a, d'établir une statistique qui dise quelque chose. Mais même si on essaye de se dire, le taux de létalité aujourd'hui observé au niveau du Sénégal, autour de 0,5, alors que l'OMS est à des niveaux de 3. Après, on s'est dit, comme on n'a pas suffisamment de profondeur au niveau des données, essayons plutôt le taux de décès de le mesurer non pas par rapport au nombre total de personnes contaminées, mais essayons de le mesurer par rapport au nombre de cas graves. Donc le nombre de cas graves, au niveau international, le nombre de cas graves, ce sont des cas pouvant nécessiter une hospitalisation. Cette mesure-là aussi, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'on est en moyenne au niveau mondial à 20%. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on est à 67%. Mais pourquoi est-ce qu'on est à 67% au Sénégal? C'est parce que l'État du Sénégal, le ministère de la Santé, a fait le choix de suivre systématiquement, par voie d'hospitalisation, les cas confirmés et connus. En fait, donc au Sénégal, tous les cas confirmés et connus sont sous traitement. Donc ça veut dire que le taux d'hospitalisation qu'on a, nous, on ne peut pas vraiment le comparer au taux d'hospitalisation mondial parce qu'on n'est pas sur les mêmes bases. Le taux de décès observé au Sénégal aussi, on n'a pas suffisamment de profondeur pour considérer vraiment que c'est une information fiable. Et le taux d'évolution journalier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est relativement bas aujourd'hui pour le Sénégal par rapport au reste du monde. Mais en tout cas, on voit que par rapport aux évolutions mondiales de la maladie, il ne suit pas les tendances observées généralement. Donc là, c'est pour vous donner, en fait, déjà, si on essaie de faire une synthèse rapide de 3 éléments, de 3 hypothèses majeures,
on voit déjà que c'est assez difficile de savoir comment apprécier les informations qu'on a à date d'aujourd'hui. Ça pose problème? Oui, bien sûr, parce que ça pose problème sur la fiabilité à la fin des résultats qu'on communiquera. Parce que l'objectif n'est pas d'effrayer. Des prédictions et des estimations, ça s'appelle estimation. Ça veut dire qu'il y a une grosse part d'incertitude. Oui. Et donc, du coup, généralement, quand on prend des hypothèses, on essaye de s'assurer que ces hypothèses-là reflètent le mieux la réalité et sont expliquées. Oui. Alors que là, je vous ai donné des éléments qui montrent que quand même l'appréciation est biaisée. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, et je pense que même ce sont les informations communiquées par le corps médical du Sénégal. On sait que aujourd'hui, si on reste sur ce trend-là actuel et qu'on n'arrive pas à stabiliser, on risque d'arriver à un niveau qui sera difficilement gérable pour nous. Difficilement gérable. Le gouvernement prend des mesures. La toute dernière mesure par rapport à la région de Dakar, c'est justement éviter les rassemblements, de surveiller de très près pour éviter justement les rassemblements. Il y a également le couvre-feu, il y a l'état d'urgence qui ont été décrétés. Mais à ce niveau-là, la grosse question, c'est à quand la fin du pic? La modélisation, si on se réfère justement à cette stratégie, la modélisation effectuée par l'équipe Noël Ferguson de l'Imperial College de Londres prévoit le pic au mois de mai-juin avec une fin prévue au mois de juillet en Grande-Bretagne bien sûr et aux États-Unis. La fin ne se produira qu'au mois d'août. Commentaire? Oui, donc effectivement, hein, le gouvernement du Sénégal a été très... on va dire, essaye en tout cas d'être très proactif par rapport à cette situation-là. Je pense qu'on a pu bénéficier de l'expérience de nos voisins européens qui ont attendu un peu que les choses les dépassent et qui n'ont plus eu le choix. Donc aujourd'hui, par rapport aux mesures mises en place par l'État, à savoir le couvre-feu, l'état d'urgence, l'interdiction des rassemblements. Effectivement, ce sont des mesures aujourd'hui qui semblent prudentes, mais malheureusement, en fait, c'est-à-dire que étant donné qu'on a une période d'incubation relativement longue, on ne saura l'effet de ces mesures que plus tard. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que effectivement, on constate que les populations sont un peu plus responsabilisées, conscientisées. On voit maintenant beaucoup de personnes plus ou moins plus alertes. Voilà, exactement. Mais on sent encore qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se promène dans certaines rues de Dakar, dans les marchés, on se rend compte que effectivement là, si jamais on arrive à un niveau assez élevé, c'est inquiétant. Donc aujourd'hui, le problème c'est que l'effet de ces mesures-là, on ne pourra le percevoir que dans le temps. Et ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est que moi, il y a une autre crainte que j'ai. La crainte que j'ai, c'est qu'en fait, même si aujourd'hui on sait qu'au Sénégal, on a quand même un dispositif de santé exemplaire en Afrique de l'Ouest. Il faut vraiment qu'on remercie nos médecins, parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette crise-là, ils essayent vraiment de faire front. Et en tout cas, pour le moment, sur le papier, on semble pouvoir gérer. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a des frontières poreuses avec des pays frontaliers. Le Mali, la Guinée, la Mauritanie. Imaginez que nous, Sénégal, on arrive à gérer et qu'on reste dans cet état-là. Et que les autres pays ne parviennent pas à gérer. Parce qu'aujourd'hui, ils ne gèrent pas aussi bien que nous. À votre avis, Monsieur Gueye, qu'est-ce qui risque de se passer? Oui, mais il faut continuer à être vigilant au niveau des frontières. Oui. Voilà, mais on a le risque aussi que des gens... Oui, le risque, il est réel. Voilà, le risque, il est réel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, la réflexion sur la gestion de cette maladie, ok, elle est locale, mais il faut qu'on ait aussi une pensée régionale. Oui, communautaire. Communautaire, parce que, du coup, si nous, on arrive à gérer et que nos voisins n'arrivent pas, ça va forcément revenir, en fait, chez nous. Et aussi, l'autre aspect, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir prédire un pic, savoir exactement à quelle date on va atteindre tel niveau, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a les aléas de la prédiction. Et surtout, aujourd'hui, est-ce que tous les chiffres qu'on a, est-ce que réellement, ils correspondent à la réalité? Personne ne le sait. On revient à la question des cas communautaires tout à l'heure. Donc aujourd'hui, pour prédire un pic, ça me paraît très prématuré et
voilà, effectivement, les gens pensent que ce serait juillet, août, mais ce ne sont que des pensées aujourd'hui. Voilà. Oui, mais ce ne sont que des estimations, mais justement, toujours avec la modélisation qui a permis dans certains pays, il faut le constater, dans certains pays européens, à prendre des décisions aujourd'hui partagées par une bonne partie des pays de la planète, à savoir le confinement à domicile, mise en quarantaine de leur famille, distanciation sociale des personnes de plus de 70 ans, distanciation élargie à l'ensemble de la population, fermeture des écoles et des universités. Ces deux options, Madame Touré, ces deux options sont qualifiées mitigation, atténuation et de suppression, endiguement en jouant sur 5 types d'actions: isolement des cas, confirmés à domicile, mise en quarantaine de leur famille, distanciation sociale des personnes de plus de 70 ans, distanciation élargie à l'ensemble de la population. Alors la question, vous venez d'évoquer les impacts au niveau mondial, plus spécifiquement, et les impacts sur l'économie du Sénégal, mais aussi avec ces différentes stratégies qui ont été prises. Quelle réflexion cela vous inspire ? Donc en effet, ce sont les prédictions, l'évolution de la maladie dans le monde, dans les pays en particulier, qui ont poussé les gouvernements à adopter ces mesures. Aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout ce qui était confinement, qu'on n'a pas encore adopté au niveau du Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui... De ce point de vue, le confinement, on en parle. Quelle est votre idée là-dessus ? Voilà, donc mon avis là-dessus, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour le moment... sur le papier, la situation semble gérable. Donc pour moi, le fait que la situation semble gérable fait qu'on a le droit encore, pour le moment, de se poser la question du confinement. Parce que si aujourd'hui, Monsieur Gueye, vous me posez la question, ça veut dire on estime qu'on est dans une situation où on peut avoir un avis ou l'autre. Par contre, si ça évolue, si ça n'est pas stoppé, à un moment donné, on n'aura plus le choix. Oui, et c'est ce qui sera obligé. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé au niveau des autres pays. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut aussi garder en tête, moi, je comprends les hésitations de nos dirigeants par rapport à ces mesures de confinement. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a quand même une économie qui est assez particulière. Aujourd'hui, pour certaines familles, le confinement veut dire la pauvreté extrême. La pauvreté extrême. Donc en fait, du coup, effectivement, on a le risque sanitaire qui nous fait dire que pour pouvoir être prudent, on devrait aller à un confinement total, immédiat, comme ça on arrête les choses. Mais à ce moment-là, on est en train vraiment de condamner beaucoup de personnes. Et dans nos pays, malheureusement, ils représentent la plus grande majorité. Parce qu'aujourd'hui, ce sont l'ensemble de ces mesures. Au-delà de... C'est effectivement la maladie qui a fait qu'on a été obligé de prendre ces mesures. Mais ces mesures-là ont eu des impacts catastrophiques au niveau de l'économie. Tout point de vue. C'est ça. Aujourd'hui... Vous les avez justement diagnostiqués. Ces impacts sur le plan économique, par exemple. Oui. Aujourd'hui, déjà, il y a une appréciation qui est assez... Cet impact-là qu'on subit aujourd'hui, il y a un élément assez atypique. Généralement, par exemple, la crise de 2008, c'était progressif. Mais aujourd'hui, on est face à un arrêt soudain, brusque. Brutal, oui. Au niveau mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement au niveau d'un continent, d'un pays, dans un secteur d'activité. Non. On est vraiment à un niveau mondial. Aujourd'hui, typiquement, on s'attend à un frein qui est mesuré à hauteur de 3,4% au niveau des États-Unis, 4,7% sur la zone euro. Donc, dans le monde, 1,5%. C'est affolant. Et si on prend par exemple le secteur des hydrocarbures, pour essayer de se focaliser au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, au niveau des hydrocarbures, on a atteint un niveau historique. Le Nigeria, qui est aujourd'hui le premier pays producteur d'hydrocarbures dans le continent, c'est un pays qui est très fragilisé par cette violente chute des prix. Donc du coup, l'Angola, par exemple, le deuxième pays producteur, qui est aussi très dépendant de cette manne pétrolière, parce que dans ce pays-là, les exportations d'hydrocarbures représentent un peu plus de 70% de ces recettes de ces pays-là. Donc cette chute d'hydrocarbures va vraiment impacter ce pays-là. Et globalement, les économistes estiment que l'Afrique peut perdre la moitié de son PIB, avec sa croissance qui peut passer de 3,2% à moins de 2%, du fait, en fait, finalement, de ce ralentissement économique-là. Oui, des pays comme le Sénégal
de ce point de vue aussi, on n'est pas épargné par l'impact économique. Exactement. Au Sénégal, déjà, pour moi, quand j'essayais de comprendre un peu le phénomène qui risquait de se produire et qui se produit déjà au niveau de notre pays, c'est que, étant donné qu'on a un ralentissement de l'économie à l'échelle internationale, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, même si au niveau local, on n'avait pas ce problème-là, le fait qu'au niveau international, on ait un ralentissement, on va être impacté. Je prends un exemple basique. Par exemple, on a beaucoup de multinationales qui sont européennes ou américaines, qui aujourd'hui avaient des stratégies de développement tournées vers l'Afrique, avec des investissements importants prévus pour l'Afrique. Du fait de cette pandémie internationale-là, du coup, ces pays-là, forcément, ils vont changer leur politique de développement sur l'année prochaine. Et ces investissements qu'ils avaient prévu de faire au niveau de nos économies, ils vont être dirigés ailleurs. Donc ce qui risque de se passer, c'est que beaucoup d'investissements qui allaient être faits par des grandes sociétés ou bien des grands bailleurs, ces investissements-là, ils vont être redirigés vers d'autres choses. Donc on va être impacté. A demandé l'annulation de la dette publique et un échelonnement de la dette privée. Exactement, Oui, exactement. À tort ou à raison pour vous? J'avoue que c'est sur la dette publique, des grands penseurs comme Thomas Sankara font que difficilement on peut être contre cette stratégie-là, cette demande d'annulation de dette publique. Mais je pense que pour pouvoir avoir un avis prononcé, il faudrait mieux creuser. Et moi, je préfère d'abord me concentrer vraiment sur les impacts au niveau de nos économies directes. Parce que tout à l'heure, je parlais des impacts indirects, mais aujourd'hui, au niveau du Sénégal, par exemple, on mesure les impacts du Covid-19 au niveau des services d'hébergement et de restauration à 60,7%. Au niveau du commerce, à 7,1%. Et globalement, aujourd'hui, la croissance du Sénégal est revue à la baisse. On s'attendait à 6,8%. Maintenant, on n'est plus qu'à 2,8%. Et récemment, vous avez vu, au niveau du Sénégal, jusqu'à l'année dernière, on avait beaucoup d'espoir sur le pétrole. Il y a quelques jours, BP vient de sortir la clause de force majeure en disant, finalement, je ne pourrai plus produire en 2022. Il y aura un retard d'au moins 1 an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on va être impacté. Des impacts, ça risque d'entraîner des impacts sur la gestion du pétrole et du gaz. Oui, bien sûr. Rien que BP, qui sur le champ GTA, qui était censé lancer les premières productions en 2000, ils ont déjà annoncé un retard d'1 an. Il y avait des investissements colossaux par rapport à tout ça. Donc du coup, c'est pour vous dire que vraiment, il y a un impact sur tous les secteurs. Alors, dites-nous, pour rappeler à nos auditeurs quelle est notre invitée, Madame Defatou Touré. Elle est la directrice de PwC Afrique. Parlons des mesures prises par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, ces mesures, comment vous les analysez? Est-ce que ces mesures vous paraissent-elles à même de toucher les plus démunis jusque dans les zones les plus reculées du pays? Oui, donc du coup, au niveau de ces mesures, je pense... Vous rappelez qu'il s'agit de ces mesures d'accompagnement. Exactement. Donc je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a deux... Moi, j'ai essayé de catégoriser les mesures en deux grandes familles. Donc il y a tout ce qui est mesures sociales. Mesures sociales, j'entends l'aide alimentaire qui va être distribuée à un certain nombre de foyers. Donc du coup, pour ça, je veux dire, il est difficile pour moi d'apprécier aujourd'hui... est-ce qu'ils ont bien visé les familles qu'il fallait? Est-ce que le niveau, l'aide qu'ils leur donnent est suffisante? Je pense que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour pouvoir avoir une opinion sur ce sujet-là et dire si oui ou non c'est adéquat. Mais en tout cas, c'est certain que c'est une bonne initiative d'accompagner. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que on est dans un pays avec une économie très informelle, avec des gens qui se lèvent le matin pour aller chercher la dépense quotidienne, et en fait, les soulager en fait en leur donnant des denrées alimentaires pourra peut-être les aider à mieux faire face à cette épidémie et à mieux respecter les mesures édictées par l'État. Ensuite, il y a d'autres mesures, donc toujours sociales, par rapport par exemple au Sénégalais de l'extérieur. Par rapport à celle-là, j'avoue que cette disposition me laisse un peu perplexe en fait. Parce que ce que je n'ai pas compris dans cette disposition-là, c'était que aujourd'hui, j'ai été émigrée, j'ai vécu en France. Et en principe, je ne pense pas que les États européens
quand ils déployaient leur dispositif d'aide au niveau de leur pays, ils ont dit que ce dispositif-là n'était destiné qu'aux Français de souche. Je pense que c'était plus toutes les personnes impactées. Et donc pour moi, dans les pays dans lesquels les Sénégalais de l'étranger vivent, eh ben, ils bénéficient aussi des mesures mises en place par les États dans lesquels ils vivent. Après, si on veut viser dans ces Sénégalais de l'extérieur-là, d'autres individus qui ne seraient peut-être pas, je veux dire, réguliers, avec des papiers, dans ce cas-là, je ne sais pas, ça me laisse perplexe en tout cas. Voilà. Difficile. Voilà, ça va être difficile. Et donc aujourd'hui, du coup aussi, j'espère que dans l'aide alimentaire transmise aux différentes familles, tous ces marchands ambulants, ces petites dames qui tiennent des petits marchés au coin des quartiers, j'espère que toutes ces personnes-là pourront bénéficier de cette aide-là. Donc là, c'était sur le volet social. Sur le volet social aussi, il y a un aspect qui est très important, auquel souvent, quand on pense social, les gens n'ont pas le réflexe de penser à ça, c'est par rapport aux travailleurs. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont être en chômage technique. Oui. Mais en tout cas, il y a des mesures qui ont été prises. Est-ce que je pense que c'est des mesures qui encourageaient, en leur disant, si vous ne faites pas le chômage technique, vous allez avoir droit. Mais aujourd'hui, les salariés qui sont dans des entreprises, qui n'auront pas le choix et qui feront du chômage technique. Oui, ils ont interdit tout licenciement. Oui, mais même si c'est le cas, de payer à hauteur de 70%. Oui, effectivement, mais ce sont des foyers qui vont être impactés. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'eux, ils sont la cible de cette aide-là. Donc pour moi, on va avoir des salariés qui vont être impactés. Ensuite, il y a d'autres mesures, on va dire, sur le secteur privé, entre guillemets. Pour ces mesures-là, moi, je ne pense pas qu'on ait vraiment encore la déclinaison opérationnelle de comment est-ce que ça va être formalisé. Je prends les secteurs du transport, par exemple. Le secteur du transport, je pense qu'ils sont très, très impactés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont un taux de remplissage de 50%. Ensuite, ils ont des plages de circulation qui sont réduites. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment l'État déclinera l'aide qu'il fournira à ce secteur de transport-là, mais c'est clair que... La suspension déjà du transport interurbain. Exactement, donc ils seront très impactés. Et ces transporteurs-là aussi, je ne suis pas certaine que tous soient très formels dans leur structure, dans leur entreprise. Je ne suis pas certaine que tout le monde ait une société et puisse être considéré comme une entreprise. Ça va entraîner le ralentissement de l'économie sénégalaise. Maintenant, le grand problème, c'est où trouver l'argent pour justement accompagner. Je pense que au niveau du plan de résilience, par exemple, qui a été présenté par le ministère de l'économie, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de mobilisation et du secteur privé et des bailleurs internationaux. C'est suffisant dans le court terme? J'espère que ce sera suffisant parce qu'on n'a pas d'autres ressources aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le secteur privé qui contribue massivement. La grosse question, c'est par rapport dans le long terme. Avez-vous l'impression que l'État est suffisamment outillé lorsqu'une telle pandémie s'inscrit dans le temps? Qu'est-ce qui risque de se passer? Je pense que si une pandémie de cette envergure-là perdure dans le temps, quel que soit le pays, aucun pays n'est outillé à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est même pas là le Sénégal. Aucun pays n'est outillé pour faire face à une pandémie de cette envergure-là qui perdure. Ça, c'est certain. Oui, donc la grande question qui revient, c'est à quand la fin de ce pic, à quand la fin justement de cette pandémie? Avez-vous l'impression que tel que c'est parti, le Sénégal, par rapport aux mesures qui ont été prises, ces différentes stratégies, a les moyens de faire face et d'endiguer cette épidémie? Pour le moment, la situation semble gérable. Après, si ça évolue comme ça évolue aujourd'hui, ça deviendra ingérable, en effet. Donc aujourd'hui, j'espère que l'État sera résilient, j'espère que l'État sera agile, à savoir pouvoir s'adapter rapidement, réagir rapidement. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai quand même, c'est il y a une mobilisation nationale, une mobilisation de notre gouvernement pour pouvoir gérer cette pandémie-là au jour le jour. Et donc du coup, je pense que si on arrive à être agile, à être rapide et efficace et à s'ajuster quotidiennement, peut-être que
je suis convaincue qu'on arrivera à la gérer. À s'ajuster quotidiennement. Exactement. Vous êtes actuaire très proche donc sur les chiffres et les statistiques qui sont donnés. Mais dites-nous, est-ce que c'est le côté comme on dit, mou de la gestion de ce problème, de cette épidémie? Non, moi je pense que le problème de la gestion de cette épidémie, c'est juste... Est-ce que ce problème-là réside dans la gestion de cette épidémie? Je pense que les personnes qui décident prennent en compte plusieurs choses. Si aujourd'hui on se focalise uniquement sur la gestion de la pandémie, si aujourd'hui on ne prenait en compte que le risque sanitaire, on aurait dit tout le monde, vous restez chez vous. Mais comme je dis aujourd'hui, il y a d'autres éléments de notre économie, nos réalités, qui font que cette mesure-là est très difficile à prendre. Moi, je suis sceptique. Pourquoi est-ce que je suis sceptique? Aujourd'hui, le Sénégal a fait le choix d'hospitaliser et de traiter systématiquement tous les cas confirmés. Aujourd'hui, en France, tous les cas confirmés ne sont pas sous traitement. Quand le cas est confirmé mais n'est pas grave, la personne n'est pas hospitalisée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des guéris, mais qui dans les autres pays, en fait, finalement, n'étaient peut-être même pas hospitalisés parce que leur système immunitaire était capable de vaincre tout seul la maladie. Mais aujourd'hui, on a ce nombre de guéris-là, peut-être parce que nos médecins ont fait le choix d'hospitaliser tout le monde. Donc, moi, j'apprécierais ces chiffres avec vraiment beaucoup de... Mais ça suppose quoi? Bon, il est vrai que chaque jour, le ministre donne les chiffres du Sénégal. Alors, que pensez-vous, par exemple, de cette méthodologie de travail consistant à donner les chiffres au quotidien? Par exemple, le Sénégal aujourd'hui enregistre 13 cas, dont un communautaire, un de transmission communautaire. Mais alors, est-ce que de ce point de vue, comparé aux autres pays d'Europe ou d'Amérique, comment appréciez-vous justement cette communication dans le cadre précis? C'est vrai que pour pouvoir comparer nos statistiques avec les statistiques d'autres pays internationaux, internationales, ce qu'il faudrait faire, ce serait peut-être voir ces cas guéris-là, quels étaient le nombre de cas guéris parmi les cas graves. Parce que par exemple, dans les autres pays, quand on va peut-être dire cas guéris, ça ne va pas être la même guérison que nous. Ça va être cas guéris de cas qui était un patient avec un sujet à risque. Exactement. Alors que nous, finalement, cas guéri, c'est juste, voilà. Les symptômes. Ou peut-être plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'apprécier aujourd'hui. Mais la communication qu'ils font... Mais on sait qu'en Europe, vous le savez, les cas guéris, la plupart du temps, les cas qui ne présentent pas de gravité sont restés chez eux. Exactement. Et ils n'hospitalisent que quand c'est grave. Que quand c'est grave. Donc du coup, c'est pour ça qu'en Europe, quand ils nous disent cas guéri, et le pourcentage de guérison, c'est pas apprécié de la même manière que nous, nos nombres de cas guéris. Parce que par exemple, aujourd'hui, on nous dit, c'est très très bien, le nombre de cas guéris a atteint le nombre de cas sous traitement aujourd'hui au Sénégal. Mais est-ce que il faut comparer les choses de cette manière en sachant que peut-être que les cas guéris, ce n'étaient pas des cas graves et que s'ils étaient restés chez eux... Bon, là, je m'avance, je ne suis pas médecin du tout. Mais effectivement, c'est difficile justement de prédire l'évolution de cette maladie à cause de toutes ces informations-là qui ne sont pas encore très claires. Mais alors, aujourd'hui, on ne cesse de le dire, que Dieu nous en préserve d'enregistrer des cas graves. C'est là où on connaîtrait véritablement l'efficacité de notre système sanitaire. Aujourd'hui, par rapport à l'avenir, comment se dessine l'avenir pour vous? Bon, moi, je pense qu'il faut que nous profitions. C'est grave, hein. C'est pas bien, je pense, d'utiliser le terme « profiter », mais je pense que c'est nécessaire de le faire, qu'on profite de ce moment-là pour rehausser notre plateau médical, quand même. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que nous avons des médecins de qualité, mais tout le monde est unanime pour dire qu'on a des efforts à faire d'un point de vue médical. Ça, c'est le constat. Exactement. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se recentre sur l'essentiel. Le plateau médical, surtout. Voilà, le plateau médical, c'est très important. On peut investir dans des infrastructures, mais dans ce genre de situation-là, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, l'essentiel, c'est la santé. Donc, pour moi, il faudrait vraiment qu'on profite de ça. Mettre l'accent sur les priorités. Voilà, exactement, sur la santé. Ensuite, aujourd'hui, l'éducation.
Parce qu'aujourd'hui, moi, l'inquiétude que j'ai, les écoles privées ont mis en place des systèmes de homeschooling, d'école à la maison. Mais aujourd'hui, les écoles publiques, tout le temps, je m'interroge, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour leurs élèves ? Ouais. Comment fait-on pour que ces élèves-là, qui ont déjà étudié pendant les 2/3 de l'année scolaire, ne perdent pas leur année scolaire ? Donc, du coup, ça veut dire que pour moi, l'éducation publique, il faut qu'elle se mette au niveau. Ensuite, le volet économie. On a parlé tout à l'heure des impacts néfastes pour certaines industries. Mais pour moi, on a vraiment aujourd'hui le défi de booster nos champions nationaux. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs comme l'agroalimentaire où maintenant, nous, Sénégalais, on devrait apprendre à consommer local. On devrait pousser nos agriculteurs, pousser vraiment notre agriculture locale de sorte à ce qu'aujourd'hui, on soit autosuffisant, en tout cas, dans tout ce qui est première nécessité. Donc vraiment, moi, je vois des opportunités, en fait. Je vois des opportunités qu'on en profite pour créer des champions nationaux, qu'on rehausse notre plateau médical et qu'on s'intéresse réellement à notre système éducatif pour pouvoir le mettre aujourd'hui au niveau du monde. Et l'économie qui doit s'attendre justement, tous ces progrès doit être aussi structurée. Oui, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'économie, ils ont bien, je pense, en tête justement d'avoir un plan de relance. Déjà, on savait que dans le cadre du plan Sénégal émergent, la deuxième phase du plan Sénégal émergent dans laquelle nous sommes, c'était un développement via le secteur privé. Donc moi, je pense que notre gouvernement, justement, veut miser sur ce secteur privé-là. Et là, justement, c'est le moment de créer des champions nationaux, de les accompagner et de les aider. Aujourd'hui, il y a déjà certaines entreprises qui sont en train du coup de profiter de ce moment-là pour restructurer leurs dettes, revoir leur manière de travailler, redimensionner leur stratégie. Donc c'est le moment, je pense, où tout le monde doit vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir redynamiser les choses en interne et compter vraiment sur nos économies locales. Parce que là, on voit que dans ces moments de crise internationale, tout le monde se reconcentre et se replie sur lui-même. Oui, replie sur soi-même, se reconcentrer. Alors, mais aujourd'hui, d'aucuns, du moins, considèrent le Covid-19 comme un mal nécessaire. Selon vous, vous interroger et redéfinir la place de l'Afrique du point de vue de l'ordre qui se redessinera après. Voilà, je ne sais pas si je dirais un mal nécessaire, parce que je pense qu'on en vivrait mieux si on n'avait pas connu cette maladie-là. Moi, je ne dirais pas ça. Effectivement, comme on parle de repli sur soi, l'ensemble des pays qui se replient sur eux-mêmes. Mais moi, je suis convaincue, parce qu'effectivement, on a certaines personnes qui commencent à afficher certaines craintes en se disant, toutes les grandes multinationales, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'elles vont revoir leur stratégie de développement et qu'elles vont sortir de l'Afrique. Mais elles ne peuvent pas. Tôt ou tard, ce sera juste le temps de gérer cette crise-là, elles reviendront. Pourquoi ? L'Afrique, c'est l'avenir. Ça, c'est une certitude. L'Afrique, c'est l'avenir. Ils ne peuvent pas faire sans. Pourquoi dites-vous cela ? J'en suis convaincue. Aujourd'hui, les taux de croissance qu'on peut avoir en Afrique, on ne les a pas. La démographie qu'on a en Afrique, on ne l'a pas. Le potentiel qu'on a en Afrique, on ne l'a pas ailleurs. Tout le monde l'a compris. Et aujourd'hui, pour moi, on doit profiter justement de cette crise-là pour que nous, en Afrique, sur certaines choses où on peut être complètement autonome, que sur ces choses-là, quand même, on booste nos champions nationaux. Alors, qu'on booste nos champions nationaux, mais ici, pour l'heure, la grande question, la grosse problématique, c'est comment infléchir cette courbe de progression, cette courbe de transmission du Covid-19. Pour justement rappeler à nos auditeurs que Ndeffatou Touré est la directrice de PwC, PricewaterhouseCoopers. Dites-nous, Madame Touré, de ce point de vue, comment infléchir ? Vous avez analysé la courbe d'évolution du Covid-19, vous l'avez aussi analysé sous un prisme statistique en insistant sur les impacts économiques. Aujourd'hui, pour rappeler à nos auditeurs comment infléchir cette courbe. Pour infléchir, il faut juste, j'emploie le mot juste mais c'est plus compliqué que ça.
Mais pour infléchir cette courbe, il faut qu'on stoppe la propagation. Pour stopper la propagation, il faut qu'on limite les risques de contagion. Et c'est ce que le gouvernement aujourd'hui essaye de faire avec des mesures de distanciation sociale qui sont mises en place en espérant finalement que la propagation va s'arrêter. Pour un virus comme ça, on n'a pas d'autre choix. La seule manière d'infléchir la courbe, c'est de limiter les risques de propagation avec des mesures de distanciation sociale pour que justement il n'y ait plus de risque de contagion. Autrement, on risque d'aller vers le confinement. Si ça continue à évoluer, peut-être qu'à un moment, on n'aura plus le choix de se poser la question du confinement, oui ou non. Le confinement sera l'unique salut pour un terme à la propagation. Exactement, comme dans les autres pays. Si on arrive à certains niveaux, on n'aura plus le choix. Mais prions pour que nous n'arrivions pas à ces niveaux-là. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Le plaisir était pour moi. Pour rappeler à nos auditeurs qu'elle a été notre invitée, Madame Ndeye Fatou Touré. Elle est la directrice de PricewaterhouseCoopers. C'est un cabinet d'audit et de conseil international. Ça a été quand même d'analyser justement cette courbe d'évolution sous un prisme statistique. Parce qu'aujourd'hui, les épidémiologistes font le travail, mais on n'avait pas senti l'angle mathématiques là-dedans pour mieux apprécier la courbe d'évolution. Je pense. Quoi? Oui, je pense qu'en fait aussi il faut être prudent face à des maladies comme ça, face à des pandémies comme ça. Il faut être extrêmement prudent dans sa communication. L'objectif n'est pas de faire peur. L'objectif n'est pas de prédire des situations catastrophes qui peuvent alarmer le monde. L'objectif est d'avoir des raisonnements constructifs qui permettent aux gens de pouvoir effectivement anticiper sur les mesures à prendre. Donc du coup, et avec le peu de recul qu'on a, vraiment, c'est ce que je disais, il est difficile de faire des prédictions qui sont fiables et du coup ça affolerait inutilement le monde et ça ne servirait pas à grand chose. Et le Sénégal est sur la bonne voie. Oui, le Sénégal est sur la bonne voie. En tout cas, merci encore une fois, mesdames, messieurs, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec notre invité. Au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup, Monsieur Gueye.